Top départ de la saison touristique. Tout au long du mois de novembre, des paquebots vont se succéder. Aujourd'hui, c'est à Sainte-Anne qu'un accueil chaleureux était réservé aux croisiéristes. Accra, Ponche et Gros Cas seront-ils suffisants pour conserver cette cuvée exceptionnelle? Telle est la question. Fini les Lamentins en captivité. Kai va rester seul dans son bassin car le parc national se tourne vers un nouveau projet. Celui-ci consiste à réintroduire des Lamentins en provenance du Mexique directement dans le Grand Puy de Sacmar. Comment les différents éléments interagissent dans la nature? Quel est l'impact de l'homme sur le milieu? C'était le thème d'étude de l'école de la mer qui était aujourd'hui en déplacement à la cascade aux Écrevisses. Et puis ce soir, c'est la grande soirée pour se faire peur. Maquillage, déguisement, la Guadeloupe se mettra à l'heure d'Halloween. L'archipel accorde de plus en plus de place à cette fête née dans les milieux sataniques américains. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Et nous ouvrons ce journal avec cette fusillade survenue dans les rues de New York, non loin du mémorial du 11 septembre il y a quelques heures. Un homme de 29 ans au volant de sa voiture s'est inséré sur une piste cyclable avant de foncer sur la foule. Il y aurait au moins 8 morts et plusieurs blessés. Selon le maire de New York, il s'agirait d'un acte de terrorisme isolé. L'individu blessé par les forces de police a été depuis interpellé. Et puis on le sait, depuis plusieurs années, le comité des îles de Guadeloupe travaille d'arrache-pied pour sublimer l'image de notre région. Devenue la deuxième destination de la Caraïbe selon un quotidien américain, notre archipel va également bénéficier du transfert des escales de croisière de Saint-Martin, une aubaine pour le secteur. Ce matin, c'était au tour de la ville de Sainte-Anne d'organiser l'accueil de ses premiers croisiéristes. Reportage Karen Diama. Musique, spécialité antillaise. C'est un accueil personnalisé qu'ont reçu ces croisiéristes latino-américains. Estamos encantadísimos con esta isla, con este mar, con poder tener la maravilla de poder encontrar la unión de los dos océanos, que nosotros en Argentina lo tenemos en el fin del mundo, lo cual significa Ushuaia en Argentina, y ustedes lo tienen acá. Elle dit qu'elle vient d'Argentine et elle est en croisière et elle est bien contente de son séjour en Guadeloupe, sur le toit Sainte-Anne, et elle dit qu'elle a des plages merveilleuses aussi, des plages merveilleuses et qu'il n'y a pas de plages aussi merveilleuses qu'en Argentine. Tout a été pensé par la municipalité pour que les atouts de la ville balnéaire soient mis en avant. Les croisiéristes, c'est une journée, il faut choisir un lieu. Bon, les lieux les plus prisés, c'est Sainte-Anne, la plage. Au-delà de cela, il y aura aussi un accueil musical. Il faut tout de suite montrer ce qu'est une des facettes de la musique de la Guadeloupe, c'est-à-dire le gros cas. Et bien évidemment, nous allons pouvoir aussi, après, les orienter vers nos principaux bâtiments, la mairie, l'église, et évidemment la plage où ils pourront effectivement, éventuellement, se baigner dans ce laps de temps. Nous avons aussi prévu la sécurité. Nous sommes en étroite collaboration avec la gendarmerie, notre police municipale, en étroite collaboration avec la gendarmerie pour pouvoir assurer la sécurité des croisiéristes, d'une manière générale, assurer la sécurité de nos concitoyens. En pleine saison touristique, la politique de la ville permettra d'accueillir au mieux les visiteurs. La volonté municipale, c'est de mettre en place des actions et des actions d'animation pour qu'il y ait une réelle retombée économique pour nos acteurs. Ça veut dire aussi que nous souhaitons que nos acteurs s'organisent. Et je dis que c'est une facette du tourisme, les croisiéristes. Mais je le répète, les croisiéristes il faut qu'il y ait un appel pour qu'ils puissent revenir avec un séjour plus long. Et c'est à ce moment-là aussi que derrière, donc c'est une mutualisation. Donc fondamentalement, nous voulons valoriser notre territoire. Première escale réussie pour la ville de Sainte-Anne et les 120 croisiéristes. Et puis retour sur la vague de contestation suscitée par la vidéo postée sur les réseaux sociaux concernant l'accusation de privatisation d'une partie de la plage du Souffleur à Port-Louis. Depuis la diffusion de notre reportage, la direction des affaires maritimes a affirmé qu'elle n'a pas eu connaissance de ce dossier. La responsabilité du maire de Port-Louis est-elle remise en cause? Et que dit la législation sur la gestion du littoral? Un spécialiste en aménagement du territoire est avec nous ce soir pour nous éclairer. Jean-Jacob Bisset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes connu en Guadeloupe et même en France hexagonale, d'abord pour être un politicien,
mais vous êtes également diplômé en aménagement du territoire et vous avez d'ailleurs travaillé pour l'Agence de développement du territoire. On l'a vu, le maire a affirmé sur notre antenne, sur ATV Guadeloupe, qu'il avait donné toutes les dispositions, toutes les autorisations à cette dame pour exercer cette activité. La direction des affaires maritimes a indiqué qu'elle n'était pas informée de façon claire que dit la législation. Cette dame peut-elle privatiser une partie de la plage pour exercer ses activités nautiques? Clairement non. Effectivement, j'ai entendu les propos du maire disant que cette dame avait les autorisations. Ce qu'elle a, c'est une autorisation d'occupation temporaire de l'espace maritime. Sur ce sujet, il n'y a pas de contestation. Je veux dire, c'est de la compétence de la mairie de Port-Louis de définir les conditions d'utilisation du domaine maritime. Il y a un chenal, bien entendu. Et la question qui se pose là, c'est l'espace qui se situe, ce qu'on appelle en droit le rivage, c'est-à-dire la limite du lait et du relais. Et c'est l'espace de terre, la bande de terre qui se trouve là, qu'on appelle communément la plage. Et là, cette dame ne peut pas privatiser cet espace. C'est clair, les réglementations, elles sont connues. On a le PLU, qui est le plan d'urbanisme local, qui est de la compétence de la mairie, qui détermine. Mais même le PLU est soumis à certaines règles. Le PMU doit respecter le code de l'urbanisme. Le PMU doit respecter la loi littorale et le PMU doit respecter le code des personnes publiques. Donc, il y a tout un ensemble, un arsenal juridique que, effectivement, la mairie de Port-Louis doit respecter en attribuant des concessions sur le domaine public maritime. Et effectivement, cette dame a l'autorisation, quoique j'ai entendu le directeur régional des affaires maritimes dire que ça ne lui avait pas été transmis. Ça, c'est peut-être une source de contentieux à voir avec... Est-ce que la responsabilité du maire de Port-Louis peut être remise en question sur cette affaire? Bien entendu, bien sûr. Bien sûr. Il ne pouvait ignorer en tout cas qu'il n'avait pas le droit de donner cette autorisation. Il a le droit de donner une autorisation d'occupation du domaine maritime. Ça, il a le droit. Mais je vous ai expliqué, ce qu'il n'a pas le droit, c'est la plage. La plage, on est tenu de respecter l'affectation première de la plage. Et l'affectation première, quelle que soit l'activité économique qu'on peut y mener, il faut qu'elle soit accessible au public et qu'elle respecte les servitudes de passage, qu'elle respecte. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Les règles sont encore floues, monsieur Jacob Bicep. On a un petit peu mal à s'y retrouver. Comme partout en France, les plages font partie du domaine public maritime, donc font partie du patrimoine de l'État. Oui. La responsabilité entre l'État, les compétences et la municipalité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a plusieurs intervenants sur... Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs codes qui régissent l'espace maritime et notamment l'espace concernant la plage. Donc effectivement, le PLU aussi, en respectant le code de l'urbanisme et la loi littorale, intervient. Mais ils doivent respecter les règles en vigueur. Et là, en l'occurrence, si le maire est dans son bon droit pour accorder une autorisation d'occupation temporaire de l'espace maritime, en ce qui concerne la plage, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas la première fois que ce type d'incident concernant la gestion du littoral se produit en Guadeloupe, surtout avec beaucoup d'émotions. On l'a vu au Gosier, à Bas-du-Fort, sur la plage de la Datcha. Est-ce que s'agit-il, selon vous, uniquement d'une affaire juridique? Il y a un côté émotionnel et affectif, et aussi il y a un problème économique, il faut le dire. Alors, la plage, c'est dans les représentations communes quelque chose qui, surtout en Guadeloupe, qu'on considère qui appartient au bien commun. Et une fois qu'on a un intervenant qui arrive sur ce bien commun et qui se comporte sur ce bien commun d'une manière à la privatiser et en priver d'autres de son utilisation, effectivement, on a, bien sûr, et avec raison,
un mouvement d'humeur de la population qui n'accepte pas cette privatisation à leurs dépens. Et ça se comprend, c'est un élément psychologique important qu'on doit comprendre lorsqu'on fait de l'aménagement, qu'on doit comprendre lorsqu'on administre une collectivité territoriale, une ville, une commune, qu'on doit comprendre et qu'on ne peut pas effectivement ne pas tenir compte dans son projet économique. Là, on a un projet économique qui effectivement, la gérante de ce site a eu un tel comportement par rapport aux gens qui utilisent la page que ça a créé un certain émoi, puisque effectivement les gens se sont sentis dépossédés d'un bien qui leur appartient. Merci Jean-Jacob Issel d'avoir accepté en tout cas de répondre à nos questions ce soir sur cette problématique qui fait encore débat sur les réseaux sociaux. On passe à un autre sujet. Le projet de réintroduction du Lamentin est loin d'être abandonné en Guadeloupe après l'échec de plusieurs essais. Il va reprendre beaucoup de choses à dire à ce sujet. Il va même prendre un nouvel élan. La direction du Parc national de la Guadeloupe, je vous informe, qui pilote ce projet depuis maintenant 10 ans, envisage de réintroduire d'autres Lamentins en provenance cette fois du Mexique et directement dans le grand cul-de-sac marin. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Arrivé en Guadeloupe en août 2016, Kyle est le dernier des 2 Lamentins réintroduits dans nos eaux. Maëva, soigneuse animalier, est aux petits soins pour notre mammifère marin depuis bientôt 2 ans. On prépare la nourriture du jour qu'on distribuera aux alentours de 9h. Après, vers 9h30, 10h, on fait du training. Donc là, on stimule l'animal en l'appelant. Il doit toucher la bouteille et en récompense, il a des croquettes, des carottes ou des betteraves, enfin voilà. Et puis après, il y a aussi de l'enrichissement où on lui laisse un jeu à disposition dans le bassin et on observe s'il interagit avec ou pas. Et après, en dernière partie, il y a aussi de l'observation où là, on n'interagit pas du tout avec l'animal, mais on l'observe pendant une trentaine de minutes et on note ce qu'il fait, si les respirations sont bonnes. Au début, comme ils étaient dans le grand bassin, c'était pas la même chose. Ils avaient leur côté un peu sauvage, j'étais un peu éloignée vu qu'ils ont changé complètement d'environnement. Puis maintenant, depuis qu'il est tout seul, il s'est vraiment rapproché de nous et on est vraiment proche de lui, comme si c'était notre chien ou notre chat, quoi. Soutenu par l'Europe, ce projet de réintroduction du Lamentin est l'une des priorités du président du Parc national qui souhaite désormais réadapter le programme. Je crois que le combat que nous menons au Parc national de la Guadeloupe, c'est de permettre à un projet qui est unique au monde de trouver un aboutissement. Bien sûr, il peut y avoir des échecs, comme tout projet que nous initions. C'est la première fois dans le monde qu'on conduit un tel projet, à la fois sur un plan scientifique, écologique et sur un plan humain. Ça nécessite beaucoup de moyens. Donc voilà, c'est ça mon souhait, c'est qu'on arrive jusqu'au bout. Et je souhaite que Kai, qui survit malgré tout le stress que vous avez précisé tout à l'heure, que Kai soit cet emblème d'une Guadeloupe qui réussit à travers un projet écologique et scientifique unique au monde. Alors dans la situation où il est évident que nous envisageons non pas de l'accompagner, mais de lui donner une suite dans un milieu qui serait plus favorable. Visiblement, sur un plan scientifique, son constat avec l'expérience que nous relate le vétérinaire, c'est qu'il n'est peut-être pas tout à fait fait pour un milieu naturel. C'est un animal de zoo, donc né en captivité, élevé en captivité. Alors nous, notre programme, c'est de rentrer dans une démarche, une stratégie beaucoup plus de relâcher direct des animaux dans la baie du grand cul-de-sac marin. Des experts internationaux et des représentants du gouvernement mexicain sont donc venus évaluer la faisabilité de ce projet de réintroduction de nouveaux Lamentins en provenance du Mexique. Aucune date n'a pour le moment été définie, mais le parc national souhaite que le Lamentin sillonne de nouveau les eaux de l'archipel. Et le projet de circuit de moto et de karting non loin de la Gabarre, porté par le conseil régional, ne convainc pas le parc national. L'établissement public sollicité par la DIL a rendu un avis défavorable concernant ce projet. Le dossier tel qu'il est présenté aujourd'hui ne précise pas les éléments de nature à dire c'est oui ou non. Il aura un impact sur les espaces maritimes. On écoute les précisions du président du parc national de la Guadeloupe, Ferdi Luisi, avec Anne-Elisabeth Artsen et Yvan Lemar. Le projet de piste motard qui est présenté par la région est instruit par les services de l'État. Et l'État, à ce titre-là, consulte un certain nombre de partenaires liés à l'environnement, comme le Parc national, comme le Conservatoire. Donc pour l'instant, on a émis un certain nombre d'avis par rapport au dossier, au projet de dossier qui est présenté, mais il n'appartient pas au Parc de décider. C'est l'État qui décidera si oui ou non il accorde à la région Guadeloupe l'autorisation d'ouvrir
une piste de moto, de motard et de karting dans la zone de la mangrove. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que tous les projets qui peuvent être initiés en Guadeloupe préservent l'environnement, préservent encore plus la mangrove, puisque vous savez quelle est la valeur de la mangrove pour un territoire, pour une île exposée au risque de tsunami, exposée aux marées de tempête, et dont on a besoin aussi pour assurer la reproduction des poissons, et qui joue un rôle écologique majeur. La mangrove, c'est ce qui protège un territoire. Et donc, lorsqu'on définit des projets à l'intérieur d'une mangrove, il est évident que la priorité, c'est d'abord de respecter la nature et la protection de ce territoire. Je crois que la région Guadeloupe et le président Henri Chalus sont engagés dans cette démarche de protection du territoire, quand bien même nous voulons développer des activités sportives. Et puis une page politique maintenant. Le parti La République En Marche a nommé ses 8 nouveaux référents pour les territoires d'outre-mer à l'issue d'une consultation menée auprès des comités locaux du mouvement. À l'exception de la Guyane, faute de candidats arrêtés, chaque département dispose de référents locaux qui aura en charge de structurer les organes territoriaux. Et d'ici 2018, une grande marche outre-mer sera également mise en place pour faire une démonstration de force de son potentiel électoral. On écoute les précisions d'Arnaud Leroy, membre de la direction de République En Marche, interrogé par Éric Dupuis d'ATV Paris. Pour ceux qui ont suivi l'avant présidentiel, on avait fait ça en France, donc un exercice assez conséquent qui avait déjà eu à l'époque une excroissance outre-mer, et on va faire ça dédié sur la question des outre-mer. Donc on est en train d'élaborer des questionnaires, de voir avec nos référents locaux comment on peut faire les décrochages pour qu'on ait un questionnaire qui corresponde à la Réunion, un autre à la Nouvelle-Calédonie, un autre pour la Martinique, Guadeloupe, voilà, pour qu'on puisse avoir des réponses et sur des vrais questionnements, voir comment on peut apporter des réponses concrètes aussi à ces territoires-là. Le mouvement En Marche est né association en avril 2016 pour propulser quelqu'un à la présidentielle. Aujourd'hui, on a des députés ultramarins En Marche, des sénateurs ultramarins En Marche, des grands élus, président de région, Henri Chalus, pour ne pas le nommer. Voilà, on ne peut pas dire que ça ne prend pas. Pour un mouvement qui a 1 an, moi je suis plutôt... on a à construire, à consolider, ça je vous l'accorde. Donc ça c'est la feuille de route de nos référents qui devront travailler en bonne intelligence aussi avec des familles politiques locales qui n'ont pas nécessairement de décrochages nationaux en France hexagonale, pour qu'on apprenne à s'apprivoiser aussi mutuellement. Et puis retour en Guadeloupe où ce midi, l'ARS et le CNFPT ont signé ce midi une convention afin de mutualiser les ressources des 2 établissements. L'objectif de la convention justement permet aux fonctionnaires territoriaux hospitaliers d'État de bénéficier de formations et d'informations dispensées par les experts de l'Agence régionale de santé. On écoute d'ailleurs à ce propos le docteur Jacques Bongou, président délégué du Centre national de formation de la fonction publique territoriale, suivi de la réaction du directeur général de l'Agence régionale de santé, Patrice Richard, face à la caméra de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Elle nous permet d'abord de faire la mutualisation de compétences. Elle nous permet de partager la culture à l'échelle des agents territoriaux comme à l'échelle de l'État et de l'ARS, de partager la culture de la réponse aux problématiques de santé. C'est depuis l'agent de catégorie C jusqu'au cadre de catégorie A, parce qu'à tout leur niveau, ils sont des vecteurs, ils sont des acteurs de la politique de santé. Prenez l'exemple de l'agent qui, lorsqu'il est sur des territoires, qu'il traite des espaces verts, lorsqu'il traite des espaces de voirie, il participe à la lutte contre les vecteurs de transmission de maladies comme le Zika, comme les moustiques, les maladies transmises par le moustique. À l'autre bout de l'organisation territoriale, vous avez des cadres A qui dirigent des services et qui doivent donc prendre des décisions organisationnelles et d'avoir, par exemple, si on reste dans le domaine de la transmission de maladies, qui doivent pouvoir organiser immédiatement les services lorsqu'il y a des épidémies, lorsqu'il y a des réponses coordonnées qui doivent être posées à l'échelle du pays. Donc avec le directeur du CNFPT, en fait, à partir du catalogue qu'ils vont élaborer pour 2018, on va identifier des temps où nos équipes pourront intervenir sur des sujets de santé publique au sein de formations qui sont déjà prévues. Alors c'est vrai que celui qui est le plus
d'actualité par rapport aux années 2014-2016, ce sont les épidémies vectorielles. Donc chikungunya, Zika, mais bon, la dengue menace toujours. Donc là, effectivement, on peut former des personnels à la prévention, à rencontrer les populations pour leur donner les bons messages de santé publique. Et on pourra aussi rajouter au catalogue des formations spécifiques pour certains types de personnel. On a aussi les personnels des collectivités qui travaillent dans le champ du social, où là, effectivement, on voit bien que le social, c'est très lié à la santé. Une personne qui n'a pas de logement, qui n'a pas de ressources, eh bien, elle ne pourra pas accéder à la santé. Donc, on peut aussi développer des formations auprès des professionnels sociaux pour développer les sujets de santé publique. Et restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Nous le verrons, les commerçants des galeries de Wellbourg qui vous invitent à célébrer Halloween ce soir. Et puis l'impact de la main de l'homme sur la nature est expliqué aujourd'hui aux enfants par l'école de la mer. Mais avant, arrêtez de fumer pendant un mois, c'est le défi collectif nommé Mois sans tabac lancé par l'ARS et l'assurance maladie qui débutera dès demain. À partir de 30 jours, les chances d'abandonner la cigarette définitivement seraient multipliées par 5. On regarde le reportage d'Alizé Dutran et de Guy Raphaël René. Chaque année, le tabac tue 73 000 personnes en France. Chez nous, 18% des 15-75 ans sont fumeurs. Comme les 3/4 d'entre eux, ceux croisés aujourd'hui souhaiteraient arrêter. Ça fait à peu près 15 ans que j'ai commencé à fumer. Des fois, on a du mal à respirer, qu'on fait du sport. J'ai 50 ans, madame. 50 ans, j'ai commencé à fumer à l'armée, j'avais 19 ans. Je me rends compte, effectivement, j'avais qu'une envie, c'est de sortir de ma chambre et griller une petite. Je comptais à la base arrêter de fumer en arrivant, mais je pense que je vais reporter peut-être encore un peu. Même si on se dit on va juste fumer en soirée ou des trucs comme ça. Et ben après on rachète d'autres paquets et puis voilà, ça va très vite, quoi. En Martinique, on fume proportionnellement moins que dans l'Hexagone. Pourtant, le nombre de fumeurs chez nous a augmenté ces dernières années. Et 10% en 2010 et 15% en 2014. Pour tenter d'inverser la courbe, cet addictologue est formel. Passer un mois sans tabac augmenterait les chances de ne pas replonger. Et on sait qu'au bout d'un mois, en fait, on a 5 fois plus de chances de continuer. En fait, d'arrêter de fumer. C'est en fait comme un apprentissage. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire correctement. Et puis, finalement, la fois d'après, on va faire attention à ça parce que justement, on sait que c'est comme ça qu'on a repris le tabac. On peut arrêter, par exemple, en équipe. Par exemple, on arrête entre collègues. S'il y a un collègue qui arrête, il y en a un autre qui s'identifie à ça. Le tabac ne tue pas systématiquement, mais les maladies cardiovasculaires, par exemple, qui en découlent sont nombreuses et souvent irréversibles. 2% de ceux qui tentent aujourd'hui d'arrêter de fumer se tournent désormais vers la cigarette électronique comme moyen de sevrage, bien qu'elle ne soit pas considérée comme un remède. Parce que quand on n'utilise que la cigarette électronique, on a arrêté de fumer. Il n'y a plus du tout de fumée, il n'y a pas du tout de fumée en fait dans la cigarette électronique. Il y a ce qu'on appelle un brouillard en fait, comme un peu de la vapeur. Et donc ça limite, on va dire ça limite beaucoup les risques de santé. Après, il y a des traitements qui existent aussi, qui peuvent aider en fait, qui doublent ou triplent les chances d'arrêt du tabac. Donc il y a des traitements de substitution, comme on dit, nicotinique, c'est-à-dire qu'on va prendre de la nicotine. Et l'arrêt sera beaucoup plus confortable. Dès demain, et pour renforcer l'action des spécialistes, la caravane de la campagne Un mois sans tabac sillonnera nos communes. Chaque jour, des solutions seront apportées à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Et autre challenge, celui de sensibiliser la jeune génération à la préservation de l'environnement. Depuis hier, l'école de la mer organise avec des enfants un stage environnemental pour que ces derniers arrivent à comprendre comment interagissent les éléments de la nature et surtout en quoi la main de l'homme peut s'avérer fatale. Reportage pour cette deuxième journée de stage à la Cascade aux Écrevisses avec Yvan Lemar. Pour ce deuxième jour de stage, nos petits gardiens de l'environnement pouvaient découvrir le cycle de l'eau. Je voulais apprendre un peu le cycle de l'eau, les poissons et la mer. Et comment ça se passe. On voulait aussi découvrir. Ça se finit jamais et ça commence jamais. En fait, ça passe partout et ça continue la route tout le temps. C'est tout le temps et si on met de la pollution dans la rivière, ça peut poser un gros problème pour les habitants qui habitent dans les maisons. Autre atelier du jour, la découverte de l'écosystème de la rivière. On a appris les animaux. On a appris des poissons. On a le col roche. On a appris leurs espèces, là où ils vivent, comment ils naissent.
Et on a appris aussi les noms des poissons. C'est cool parce qu'au moins on sait... Comme on apprend des choses en s'amusant. Voilà. Et du coup, ça veut dire que si un jour tu as envie de devenir quelqu'un qui veut sauver la nature comme Marie, tu seras déjà toutes les bases qu'il faut savoir. Ce stage fait partie d'un programme pédagogique dont l'objectif est de sensibiliser les enfants aux impacts de l'homme sur la nature. Et à chaque stage, on essaye d'aborder des thèmes différents. Quand on parle de thèmes, nous, École de la mer, évidemment, on est surtout sur les écosystèmes marins. Sauf qu'on est en train d'élargir un petit peu plus ces connaissances-là, dans le sens où chaque écosystème, c'est-à-dire que chaque milieu naturel a une influence sur l'autre milieu naturel. Donc là aujourd'hui, si on est justement à la cascade des écrevisses, c'est de se rendre compte que la rivière, donc le système rivulaire qu'on appelle, va avoir une influence beaucoup plus bas sur le lagon, sur la mangrove, dans la mer. Donc c'est de faire réaliser en fait aux enfants que chaque action, chaque impact qu'ils peuvent avoir, même ici ou même dans leur cours de récréation à l'école, à jeter un déchet, va à un moment donné se retrouver en mer et là où ils vont aller se baigner en fait. Et donc le déchet qu'il va ramasser dans la mer, c'est tout aussi bien celui qu'il a jeté dans la cour de récréation. Jusqu'à vendredi, les enfants pourront découvrir les métiers liés à l'environnement, la mangrove, les barrières de corail, les lagons, mais aussi mieux comprendre les relations entre les différents milieux. Le prochain stage est prévu durant les vacances de Noël. Et on finit pas d'apprendre, et depuis quelques années, la très populaire fête d'Halloween en provenance des États-Unis, fêtée la veille de la Toussaint, s'invite dans les soirées privées en Guadeloupe. Celle-ci commence peu à peu à s'ancrer dans nos pratiques festives. À Jarry, les commerçants des galeries de Wellbourg préparaient la célébration de l'événement sous l'œil attentif de Karen Diamin et de Linda Kayarsi. On regarde. Animation et jeux gonflables. Les galeries de Wellbourg ont fêté Halloween toute la journée. C'est le 31 octobre, maintenant qu'on fête depuis quelques années Halloween. Alors c'est vrai qu'en métropole, ça se fête beaucoup plus. En Guadeloupe, ça se perd pas, mais bon, on fait surtout des soirées privées. Ici même, eh bien, pour la galerie de Wellbourg, les boutiques jouent le jeu avec des grandes promotions. Et puis on en profite pour que les enfants puissent venir s'amuser, passer du bon temps avec Babou, notre maquilleuse, avec Alain qui les prendra aussitôt en photo. Le portrait sera tiré. Elles partiront avec leurs photos. Et puis nous avons également une structure gonflable. Donc c'est un lieu de festif aujourd'hui. Galerie de Wellbourg, les boutiques pour les parents et puis les enfants. Voilà, pendant que les parents font les courses, les enfants s'amusent. Sur son stand, la maquilleuse propose plusieurs thématiques en rapport avec l'événement. Pour Halloween, c'est évidemment beaucoup de monstres. Après, comme tout le monde n'aime pas les monstres et les méchants et tout le monde n'aime pas avoir peur, on a aussi des petites choses plus douces. Des petites sorcières gentilles, des petites citrouilles, des petits chats, donc des choses plus douces, voilà. C'est un petit peu le thème toujours nuit, mais il y a des choses qui sont plus féeriques et des choses qui font peur, voilà. Donc il y a un peu pour tous les goûts et pour tous les âges. Des thématiques qui ont séduit le jeune public. Je l'adore et il est beau. Tu as laissé libre choix à la maquilleuse ou tu as choisi J'ai choisi. Alors pourquoi celui-ci et pas un autre? Parce que c'est celui-là que je préfère le plus que tous les autres. Première édition plutôt réussie. La fête se poursuivra ce soir sur le plan privé, dans divers lieux de la Guadeloupe. Et faites des réserves d'eau, c'est l'heure des informations pratiques. Faites des réserves d'eau si vous habitez la ville de Sainte-Anne. Des coupures sont prévues dans la ville de midi, demain à partir de midi jusqu'au lendemain à midi. Et puis bonne nouvelle pour les automobilistes, le super samplon diminuera de 5 centimes ce soir dès minuit. Par contre, on constate une augmentation du gazole de plus de 2 centimes et une augmentation de 69 centimes pour la bouteille de gaz. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 71 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 31 octobre. Nous l'avons vu ce soir, le top départ de la saison touristique. Tout au long du mois de novembre, des paquebots vont se succéder. Des milliers de touristes vont visiter notre territoire. Aujourd'hui, c'est à Sainte-Anne qu'un accueil chaleureux leur a été réservé. Et fini, les Lamentins en captivité. Le parc national se tourne vers un nouveau projet. Celui-ci consiste à réintroduire des Lamentins en provenance du Mexique directement dans le grand cul de Sac-Marin.
Et comment les différents éléments interagissent dans la nature? Quel est l'impact de l'homme sur le milieu? C'était le thème d'étude de l'école de la mer qui était en déplacement à la cascade aux Écrevisses dans le cadre d'un stage de sensibilisation à l'environnement qui s'achèvera vendredi. Et puis ce soir, c'est la grande soirée pour se faire peur. Maquillage, déguisement, la Guadeloupe se mettra à l'heure d'Halloween. L'archipel, nous l'avons vu, accorde de plus en plus de place à cette fête née dans les milieux sataniques américains. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.